parti. C'est parti. Alors bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc dans la dernière conférence débat programmée. Ça ne veut pas dire que c'est la toute dernière, mais c'est la dernière telle que nous l'avions annoncée dans notre programme. Donc la thématique est la suivante, innover dans les méthodes d'animation de démarche d'innovation. Elle démarre à 16h30, elle se terminera au plus tard à 18h. Alors, on rappelle nos ambitions. Celles et ceux qui étaient parmi nous jusqu'alors commencent à les connaître. Donc, nous avons trois grandes ambitions pour ces démarches de conférences, débats et de webinaires. La première est de créer une communauté interdisciplinaire. La seconde, de construire une culture commune, c'est-à-dire se mettre tous ensemble dans une dynamique apprenante. Et la troisième, et nous avons démarré justement, nous avons fait un premier webinaire qui nous a permis de construire, c'est-à-dire être force de proposition pour un déconfinement vers des futurs souhaitables. Et on va le voir, le deuxième volet justement de ces travaux concerne les futurs probables, sont-ils les futurs souhaitables? Et nous allons vous en dire plus tout à l'heure. Pour animer cette conférence débat, donc nous avons parmi nous François Rousseau. François, je te laisse te présenter. Oui, bien, en fait, je dis à chaque fois, tout le monde me connaît et je me présente pas, j'ai réalisé. Donc, C'est en vrai. fait, je vais faire un tout petit peu plus complet que d'habitude. Euh, donc, finalement, il y a 4 éléments de mon parcours qui, à mon avis, peuvent vous intéresser par rapport à l'objet de ces conférences débats et de ce webinaire. Le premier élément, c'est que j'ai créé en 1991 le cabinet FR Consultant, dont je suis toujours le directeur et un des intervenants. Un cabinet qui, dès sa création, a été positionné sur l'accompagnement de l'innovation sociale territoriale. Deuxième élément de mon parcours, je suis fondateur et administrateur de la Société française de prospective. Donc, je fais un peu de prospective, je me suis professionnalisé autour des démarches de prospective et je me pose beaucoup de questions sur l'articulation entre prospective et innovation. Troisième élément de mon parcours, je suis chargé de cours dans une diversité d'universités, à l'université Paris Diderot, à l'université du Havre. Je donne des cours également au CNAM sur les questions d'articulation entre innovation et prospective et conduite du changement, et plus spécifiquement à l'université du Havre sur la prospective de l'économie sociale et solidaire. Voilà, Andrea, quand à Bayonne, je parle d'économie sociale et solidaire, c'est aussi fort de ces travaux théoriques de fait que je suis amené à conduire aussi et que je construis mes interventions sur le développement de l'économie sociale et solidaire. Et puis, troisième élément, j'ai écrit un certain nombre ouvrages qui sont tous construits un peu de la même manière, c'est-à-dire dans un premier temps, quelles sont les évolutions en cours en lien à la problématique à aborder. Deuxième temps, où sont les enjeux d'innovation? Troisième temps, comment on peut s'y prendre pour innover? Donc, j'ai traité de questions liées aux maltraitances en direction des personnes âgées, autour des questions de construction du bien-être des aînés dans les territoires, autour du développement des politiques d'action sociale. Et plus récemment, c'est un ouvrage qui est paru en mars dernier, sur le thème « Intégrer l'innovation dans votre collectivité ». Votre collectivité, qu'il s'agisse d'une collectivité publique ou qu'il s'agisse de la communauté de vie dans laquelle vous vivez. Et j'ai 2 ouvrages sous le coude, l'un qui va sortir en fin d'année et qui est bien avancé, autour du développement de l'économie sociale et solidaire dans les territoires, et d'autre part un ouvrage qui devrait sortir très rapidement mais qui est très peu avancé, autour de la nouvelle donne éducative et des enjeux éducatifs qu'il conviendrait aujourd'hui d'investir, pas spécialement dans l'éducation nationale, plus largement dans le développement des territoires. Je m'arrête là. Merci.
Merci. Donc, je vais me présenter rapidement et puis je vais passer la parole à Julia. Donc moi, pour ma part, je viens du secteur social. J'ai travaillé comme cadre dirigeant en caisse d'allocation familiale et en caisse primaire d'assurance maladie. Je suis d'ailleurs encore l'heureuse ambassadrice de mon école, l'EN3S. Donc c'est l'école des directeurs de la sécurité sociale. Ça fait 11 ans maintenant que je travaille donc sur la prospective stratégique, l'accompagnement des dirigeants et la formation professionnelle. Et je travaille depuis quelques mois maintenant avec François Rousseau sur tout ce qui est prospective stratégique, innovation sociale et territoriale et que j'ai le plaisir de co-animer ces conférences débats ainsi que les webinaires. Julia, je te passe la parole et je vais présenter hop, la diapo qui t'est dédiée. Je crois. Donc rapidement, donc moi je suis travaillé pendant 10 ans dans le secteur de la culture et plus particulièrement du spectacle vivant, dans la communication et le développement du numérique, au Théâtre du Rond-Point à Paris. J'avais également cofondé un réseau qui s'appelle le TMN Lab, qui s'interroge sur, donc ça s'appelle Laboratoire Théâtre et Médiation Numérique, qui s'interrogeait sur les impacts du numérique, non seulement sur nos pratiques professionnelles, mais sur comment on venait questionner en profondeur aussi le rapport des lieux culturels et de la culture à ces territoires et à ces publics. Et en 2017, j'ai fondé l'association La Turbine, qui rassemble quelques-uns aujourd'hui. Et depuis 2020, donc je vais vous parler de La Turbine ensuite, et depuis 2020, j'ai intégré aussi l'association Openland à Nantes. Et ma mission pour eux, c'est de structurer et d'animer la communauté des professionnels qui portent des projets à impact positif. Donc voilà, et donc pour vous dire 2 mots sur La Turbine, notre projet, notre raison d'être, c'est à travers des récits et des expériences artistiques, c'est artistiques et c'est d'être sur la transdisciplinarité, c'est d'inspirer et de mettre en mouvement pour créer un futur désirable. Donc on a plusieurs outils pour ça, des outils d'inspiration, de réflexion et d'action. Le premier, c'est qu'on a un média en ligne qui s'appelle le blog de La Turbine, sur lequel on écrit tout un tas d'articles qui donnent à penser et qui aident à penser autrement ce monde qui vient et qu'on a envie d'écrire même dès aujourd'hui. Et on a aussi une newsletter mensuelle. On organise des événements, et notamment l'événement un peu phare pour nous, c'est Utopie.0, dont la première édition a eu lieu en 2019 et la deuxième édition aura lieu en 2021. L'idée, c'est 3 jours de formation, d'inspiration et de mise en action avec des artistes et des scientifiques. Je pourrais y revenir plus en détail si vous le souhaitez. Et également la bibliothèque de l'utopie et des transitions avec son marathon lecture et ses ateliers d'inspiration dont on va parler aujourd'hui plus concrètement. Voilà. Merci. Alors François, je te laisse peut-être expliquer le programme de cette conférence débat. Oui, peut-être dire que cette conférence débat, c'est la dernière de celle que l'on avait programmée, mais elle est en aucune manière conclusive. Elle vise plutôt à partager et à ouvrir la réflexion sur les méthodes d'animation d'ateliers d'innovation. Il y a eu beaucoup d'initiatives prises au cours des 20 dernières années en la matière. C'est l'autre jour Jean-Damien Colombo qui s'en réjouissait en disant on a eu beaucoup d'initiatives dans le champ de l'action publique, ça a bougé au cours des dernières années pour innover. Donc on a vu se diffuser les démarches de hackathon, on a vu se diffuser et se développer les métiers de facilitateur, tout ce qui est autour de l'open innovation, de l'innovation participative. On a vu plus récemment, il y a une dizaine d'années, se développer le design de services publics et également le design social. Bref, tout un ensemble d'innovations méthodologiques, mais tout cela laissant un peu le sentiment que ces innovations, je le dis comme je le pense, ne sont pas tout à fait à la hauteur. Ne sont pas tout à fait à la hauteur.
J'en avais la forte intuition et je le développais dans mon ouvrage Intégrer l'innovation dans votre collectivité. Je sors du confinement absolument convaincu que nos démarches d'innovation, et notamment nos démarches d'innovation territoriale, ne sont pas suffisamment anticipatrices, ne sont pas suffisamment transformatrices, ne sont pas suffisamment systémiques et ne sont pas suffisamment engageantes. J'ai eu, je crois, l'occasion de le développer lors de la conférence débat consacrée à la résilience de nos systèmes sociaux, hein, dans la période de confinement. J'ai eu l'occasion de le développer quand on a évoqué les questions de transition écologique dans les territoires. La catastrophe du coronavirus est une démonstration par A plus B du caractère peu anticipateur de nos politiques publiques. Je veux dire, tous les éléments de réflexion sont sur la table pour nous inciter à dire il nous faut innover dans nos méthodes d'animation, de démarche, d'innovation. Donc, ça nous a semblé intéressant d'avoir une dernière conférence débat ouvrant la réflexion sur ce sujet et peut-être autour de quelques questions clés, sachant que finalement, de quoi manquent nos démarches d'innovation? Peut-être qu'elles manquent de 3 ingrédients principaux. Le premier, excusez-moi, elles manquent peut-être de 3 ingrédients principaux qui sont pourtant des fondamentaux de l'innovation. Il n'y a pas d'innovation sans créativité. Il n'y a pas d'innovation sans inspiration. Les travaux de Simondon, qui portent sur l'innovation technologique, au travers desquels a été développée l'idée de la nécessité de démarches d'open innovation, hein, en matière de recherche-développement, développe à l'envi tout ce qui tourne autour des questions de créativité. On est dans les années 60, au siècle dernier, en insistant sur la nécessité de démarches extrêmement créatives et la recherche dans ce cadre de nouvelles techniques de créativité. La grande innovation à l'époque a été, vous le connaissez, le brainstorming, qui a fonctionné comme la démarche créative par excellence dans le champ de l'entreprise. Premier ingrédient, donc la créativité. Deuxième ingrédient, l'art de la découverte. Alors, on s'en est tiré à peu de frais les dernières années en parlant de sérendipité, hein, c'est-à-dire cette découverte que l'on fait par hasard. Donc pourquoi pas? Et je n'ai rien contre la sérendipité, hein, mais il y a aussi toute une tradition qui remonte à l'Antiquité, qui est une tradition heuristique, qui est l'art de découvrir et l'art de concevoir et de concevoir autrement. Donc comment aujourd'hui, non pas faire plus pour le coup, mais faire autrement et donc concevoir autrement. Et troisième élément qui constitue un des fondamentaux de toute démarche d'innovation, c'est le fait d'être sur des démarches apprenantes. C'est-à-dire que dans les fondamentaux de l'innovation, il y a l'idée que l'on met au point une réponse et puis que chemin faisant, on perfectionne la réponse, on l'améliore et on apprend chemin faisant à quelles conditions l'innovation que l'on a conçue peut ou non répondre à la vision qui est la nôtre, à ce que l'on attend de cette innovation, aux besoins auxquels on veut répondre. Donc, c'est juste pour ouvrir notre réflexion, hein, qu'on vous propose finalement qu'on puisse avoir 3 entrées, hein, comment inspirer, comment concevoir autrement, comment apprendre chemin faisant, sachant que nos réflexions n'ont que vocation à lancer la réflexion.
Alors justement, ces réflexions vont s'articuler autour de deux grands temps forts. Donc un premier exposé qui sera celui de Julia, un second celui de François. Et comme les fois précédentes, l'idée est que vous posiez vos questions au fil de l'eau. Donc soit lorsqu'il y a des temps de pause, soit plus simplement via le chat. Donc nous allons prendre connaissance de vos questions dans le chat et y répondre au fur et à mesure. Donc on va démarrer avec peut-être l'exposé de Julia. François, tu souhaitais introduire cette Nous particulièrement? t'écoutons. Oui, je veux bien. Nous t'écoutons, Julia. Belle introduction. Moi, j'aime beaucoup là, ce mot que tu viens de nommer, François. C'est vrai que j'utilise jamais la sérendipité, c'est l'art de découvrir. Euh, je trouve que ça colle assez bien avec la démarche de la turbine. L'idée, là, c'est de vous parler de l'atelier d'inspiration, qui est un des projets qu'on mène avec la turbine. De vous expliquer que finalement, le point de départ, c'est le projet même de la turbine. Ce que j'ai expliqué il y a quelques minutes, c'est que finalement, nous, on se positionne aussi comme des inspirateurs. Et l'idée, c'est non seulement d'inspirer, mais aussi de mettre en mouvement. J'aime beaucoup aussi cette expression que tu as utilisée, François, qui est l'art de découvrir. Je pense que ça colle assez bien aussi avec notre démarche, puisque avec des jeux de mots aussi sur le mot art, puisque l'idée c'est de croiser aussi le monde artistique et scientifique de manière assez large, parce qu'on ne parle pas que des sciences dures, mais aussi des sciences sociales, et de voir justement ce que peut opérer cette approche, ce qu'elle peut avoir de fertile. Donc merci là pour cette expression, parce que ça m'inspire beaucoup justement. Et du coup, les projets de la turbine, comme je vous l'ai dit, ça s'incarne dans différents types de projets. C'est des projets à la fois conceptuels avec ce média en ligne, donc le blog de la turbine, pour nous aider à penser autrement, mais aussi des projets plus expérientiels avec des événements like Utopie.0, le marathon lecture et l'atelier d'inspiration. Juste pour vous dire aussi d'où vient cet atelier d'inspiration. Euh, Au début, c'est vraiment mon envie de partager mes découvertes, mes émotions en fait de lectrice, tout simplement, en découvrant des idées qui résonnent et qui font le pont avec d'autres. Parce que pour mon activité de rédactrice, donc sur le blog de la Turbine, je suis amenée à lire des ouvrages très divers, à la fois des essais scientifiques, philosophiques ou des fictions littéraires ou poétiques, pardon, ou politiques aussi des fois. Et parfois, ça fait de drôles de rencontres. Et ce sont ces rencontres-là, ces émotions que j'avais envie de partager le plus largement possible. Cette émotion, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais d'une idée qui éclaire tout, en fait, au milieu d'un texte ardu, d'une lecture hyper ardue, hyper exigeante ou complexe. Et j'avais envie de restituer ça, en fait, avec mes propres mots, ma propre sensibilité à des personnes de mon entourage qui souvent aussi ne s'autorisent pas certaines lectures. Donc, l'idée à la base, enfin, elle est triple. C'est à la fois c'est décloisonner les formes de savoir, les savoirs et les formes d'intelligence, que ce soit l'intelligence émotionnelle, conceptuelle ou expérientielle. C'est de croiser les disciplines. Et c'est surtout, et c'est là où mon influence de cultureuse, entre guillemets, arrive, c'est de mettre en forme, c'est de mettre en scène ces idées pour en faire un objet partagé et inspirant. C'est vraiment cette idée du fond et la forme, mais je reviendrai dans ma conclusion. Et donc avec François, on conçoit alors un des projets les plus fous de la turbine pour moi, qui est la bibliothèque de l'utopie et des transitions. En fait, on constitue un fonds d'ouvrages théoriques, scientifiques, des récits d'expériences, des poèmes, des romans de science-fiction, comme je vous le disais, donc des vrais livres. D'ailleurs, on est en train de construire une bibliothèque avec des étudiants pour matérialiser cette bibliothèque, qui serait une bibliothèque itinérante. Et on imagine ensuite un marathon lecture pour l'événement Utopie.0 de 2019, où là, on a fait 5 heures de lecture partagées en public, ou avec un public d'ailleurs.
Et en fait, ce marathon lecture, c'est le premier pas de l'atelier d'inspiration qu'on veut aujourd'hui en fait mettre au service de toutes les organisations, pas seulement d'un public, mais de toutes les organisations et les communautés d'acteurs locaux qui sont engagés dans des actions transformatrices et résilientes. Donc, si j'en viens sur le... Je ne sais pas si vous avez des questions déjà à ce stade-là, ou si ça va. Ok, je continue. Concrètement, en fait, l'atelier d'inspiration, c'est quoi? Donc, c'est un corpus de textes allant des sciences sociales à la science-fiction, en passant par la biologie, l'économie, l'écologie, la permaculture, la poésie, et j'en passe. Ces textes, ils sont sélectionnés, ils sont lus, découpés et montés dans un souci, je dirais, narratif, mais aussi dramaturgique, c'est-à-dire qu'on les agence entre eux pour créer une sorte de fil directeur, raconter une histoire aussi avec ces textes-là, selon 5 thématiques. Donc les thématiques, c'est celles que vous pouvez voir sur la slide là, qui est affichée. Donc on parle d'utopie, on parle des communs, on parle de notre rapport à la nature, culture, la hiérarchie du vivant. On aborde des sujets aussi plus macro, comme les systèmes politiques, culturels, socio-économiques, et aussi les différentes formes de savoir et de connaissance en tant qu'outil d'émancipation. Et donc, ensuite, ces textes-là, qui sont découpés en 5 thématiques, ils sont introduits, contextualisés par un prospectiviste de renommée absolument internationale, qui est François Rousseau. Ils sont lus par une comédienne, ça c'était important pour nous, qu'ils soient dit dans une forme qui soit attentionnée. Et aussi, parfois on laisse la place, on fait lire aussi à des participants et des participantes. Et ensuite, il y a une animation d'une discussion, un temps d'échange, toujours par François, où là, l'idée, c'est d'être vraiment, pas forcément être dans la discussion, le débat d'idées, mais de restituer des impressions de ces lectures. Et des impressions sous forme de mots, qui viennent constituer, en fait, ce qu'on appelle, nous, la fresque des mots pour demain. Cette fresque des mots pour demain, c'est en fait tout simplement, avec François, on s'est dit finalement, si écrire une autre histoire, penser autrement, changer nos modèles, c'est finalement peut-être avoir recréé une autre culture commune. Ça a été abordé dans d'autres conférences débats dans ce cycle. Et du coup, écrire cette nouvelle culture, enfin créer cette nouvelle culture commune, ces valeurs partagées, c'est une histoire de langage. Et le plus petit dénominateur commun de ce langage, ce sont les mots. Et du coup, qu'est-ce qui ressort enfin, voilà, on avait vraiment envie de faire ressortir ces mots, qui serait le début de l'histoire. Enfin, en tout cas, qui serait le matériau pour écrire cette nouvelle histoire. Sur le détail du corpus et des thématiques qu'on aborde, en fait, l'idée, c'est de mêler à la fois les écritures d'hier et d'aujourd'hui, parce qu'on a constaté que finalement, l'humanité disposait d'un fonds ressources assez considérable et aussi, surtout, un perpétuel enrichissement qui pouvait nous permettre de penser, de construire demain. C'est pour ça que vous pouvez voir les auteurs auxquels on fait appel. On a à la fois Gaston Berger, on a à la fois Pierre Dardot, Christian Laval, qui sont des philosophes. Donc Gaston Berger, un prospectiviste, mais aussi Sandrine Roudot, qui est une autrice nantaise d'une 40aine d'années, une autrice militante. On a des textes de Michel Foucault, de Pablo Servigne, qui sont des textes d'aujourd'hui. Enfin voilà, tout un tas d'auteurs. Si vous voulez, on pourra revenir là-dessus aussi. On a par exemple le romancier américain Jonathan Safran Foer, peut-être que vous connaissez, ou le philosophe Bruno Latour. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de mixer au passé et au présent toutes ces écritures et toutes ces pensées. Pour le détail de ce corpus. Juste pour conclure, en fait, ce que je dirais, c'est que finalement, nous, notre démarche d'inspiration, c'est quoi? Les quelques ingrédients qu'on a là, l'idée, c'est de faire un pas de côté. C'est-à-dire, finalement, prenons le temps d'emprunter des chemins de traverse et, comme le dit François, la sérendipité nous amènera certainement une bonne dose d'inspiration. C'est du coup opérer des rencontres incongrues, puisque ça peut être incongru justement d'enchaîner un texte de Naomi Klein avec du Aimé Césaire, parce qu'on a aussi Aimé Césaire,
puis un texte de Bruno Latour. Mais la façon dont on a construit les choses permet de les faire se télescoper de manière assez fertile. C'est partir aussi d'une idée toute simple, celle que je vous disais tout à l'heure, c'est d'un plaisir simple, ce qui est celui d'écouter, de lire, de se dire que de retrouver ce plaisir-là et pour aller loin et voir grand. Et partir aussi d'une petite idée, c'est partir de cette notion de mot aussi, d'un petit dénominateur commun. Et puis finalement, ce qui me paraît important aussi, c'est d'apporter autant d'importance au fond qu'à la forme. Je pense que c'est ça qui marche bien dans ces ateliers et dans ce marathon lecture, c'est que finalement, on a envie d'incarner les idées. Enfin, et c'est aussi tout le projet de la turbine, c'est de dire, on ne pense pas uniquement, mais on ancre les choses aussi dans le réel. C'est ce qu'appelle les utopies, enfin, c'est ce que Michel Foucault appelle les utopies concrètes. Et voilà, si je devais conclure là-dessus, je dirais ça. Merci. Alors, on peut voir aussi que ça a l'air assez intergénérationnel comme événement. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Oui, alors c'est vrai qu'il y a une photo avec de jeunes enfants. Ces jeunes enfants étaient, enfin oui, c'est vrai que c'est assez mélangé. Euh, Là, en fait, ce qu'on voit, ces photos-là, c'est des photos vraiment du marathon lecture, donc vraiment sous sa forme publique. Pendant la journée d'Utopie.0, j'ai parlé de mettre en scène, de contextualiser. En fait, cet événement-là, il s'inscrivait dans une journée, il y avait des propositions artistiques. On était dans un cadre particulier aussi, qui était un cadre en pleine nature. Donc là, c'est une salle spécifique, mais en tout cas, tout autour, c'était la pleine nature. On avait des concerts, des spectacles de théâtre déambulatoires. Il y avait des endroits pour. C'était un événement familial, donc on était plongé dans une atmosphère un peu spécifique. Et ça, en fait, c'est un ingrédient aussi pour un ingrédient d'inspiration dans le sens où on met en fait les gens en posture d'écoute. Comment en fait on travaille cette attention-là. C'est ce qui, moi, je retiens du spectacle vivant, c'est cette sacralisation en fait et ce soin qu'on apporte au contexte, à la forme. Et plus on accorde de soin à cette forme-là, pourquoi on fait lire des textes par une comédienne? C'est parce qu'on accorde du soin aux mots, à la façon dont ils sont dits et à la façon dont on a envie de les transmettre, parce que la comédienne ici, elle est vraiment une passeuse d'idées. Et, en fait, ça renforce l'impact, je trouve, de ce qu'on dit, ça renforce l'impact de l'idée. Souvent, on partage un peu d'un côté les conférences des grands penseurs d'un côté qui sont juste au micro et de l'autre côté des spectacles où on est plus sur de l'émotion uniquement esthétique. Moi, j'avais vraiment envie de confronter les deux. Et c'est ce qui s'est passé durant cette journée. Et là, sur cette photo, ce qui est assez marrant, c'est qu'on voit qu'il y a des enfants qui sont là, qui écoutent. Il y a des adultes qui prennent des notes. Et en fait, là, c'était 5 heures de marathon. François peut en attester. À la fin de la journée, il y avait 50 personnes dans cette salle. Il y avait des gens qui étaient allongés sur le sol, qui fermaient les yeux, qui se laissaient bercer par le plaisir de la lecture, de l'idée. Et derrière, on avait des mots, des impressions, des discussions qui étaient folles parce qu'en fait, elles relevaient pas uniquement du débat d'idées, mais elles relevaient de quelque chose qui était beaucoup plus complexe, beaucoup plus humain, qui était vraiment ce mix entre la tête, le cœur et les mains. De considérer que finalement, les individus, c'est pas uniquement, ils ne sont pas sur un seul mode, ils sont à la fois des penseurs, ils sont à la fois des faiseurs et ils sont à la fois des êtres sensibles. Et du coup, c'est comment en fait on crée en fait cette condition-là. Voilà. Et ce que je peux dire aussi, c'est que finalement, ce qui nous paraissait important aussi, c'était on n'est pas dans une posture de vulgarisation. Ça nous paraissait important de pas être dans cette posture-là. On est dans une posture de médiation. Comment on passe les idées? Comment on s'attaque aux textes les plus ardus quand on lit des textes de Christian Laval et Pierre Dardot sur la question des communs. On est dans voilà. Moi, je lis ça à la table avec un crayon les jours où je suis en forme. Mais là, la façon dont on le restituait, c'était ce texte-là, mais c'était dit avec une attention et un soin particulier.
Et du coup, c'est ne pas avoir peur de ça. Et le fait de le contextualiser permet de faire confiance aussi à l'intelligence de tous, de toutes, et de dire que voilà, on peut, en décloisonnant, en croisant les disciplines, aller vers autre chose et faire confiance en fait à la façon dont les gens vont pouvoir réceptionner toutes ces idées-là et vont pouvoir les traiter. Ça donne envie, Merci. Alexis? Bah, super. Peut-être, tant mieux si ça donne envie, peut-être 4 points sur lesquels moi j'aurais tendance à insister, qui ont été déjà largement évoqués par Julia. Ce qui se fait dans ce marathon lecture, ces ateliers d'inspiration, nous renvoie directement aux échanges que nous avons eus sur la dimension culturelle de l'innovation. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, et pour ceux qui n'y étaient pas, je le reprécise. En fait, j'ai expliqué comment dans toute démarche d'innovation, il y avait une dimension culturelle. Si on entend par culture ce qui nous réunit, ce qui nous permet de nous comprendre, de comprendre le monde dans lequel nous sommes. Et cette culture, c'est ce qui définit en fait le champ de ce qui est possible ou de ce qui n'est pas possible. Et en fait, ces ateliers, on les appelle des ateliers d'inspiration parce qu'ils travaillent bien sur cette question-là, hein, sur finalement le champ du possible et ce que l'on partage. Et ce marathon lecture, ces ateliers d'inspiration visent à mettre en partage. Alors Julia l'a évoqué à l'instant, mais je me permets de le marteler. On n'a pas hésité à mettre des textes très difficiles. Le texte de Michel Foucault sur les hétérotopies, c'est un texte extrêmement difficile. Et nous avions, grâce à la médiation faite par la lectrice, mais peut-être un tout petit peu par l'animation, une véritable écoute par rapport à ce texte, par le fait aussi qu'il était mis au milieu d'autres textes d'autres natures. Peut-être dire, Julia l'a dit, en fin de journée, 50 personnes au sol dans un état second, hein, disons les choses comme elles sont. Euh, euh, enfin, j'ai vraiment moi, j'ai ressenti une émotion très forte quand des gens sont venus me voir en me disant oh, j'ai envie de me remettre à lire ou oh, je rentre chez moi, je me mets à lire. C'est-à-dire vraiment une véritable émotion par rapport à la lecture. Et juste peut-être dire que quand on fait l'analyse de ce que les gens ont mis sur le mur des mots, donc les murs des mots, c'est ces mots, Julia l'évoquait, c'est ce qui résumait leur émotion, leur ressenti. Alors, on va dire qu'on trouvait un certain nombre de lieux communs que l'on a dans toute démarche d'innovation aujourd'hui. Il faut faire de la coopération. J'espère que personne ne m'en voudra. Il faut être dans l'entraide. Il faut faire preuve d'empathie. Et puis, on a eu des choses un peu plus inattendues, hein. Donc, on nous a beaucoup parlé de prise en compte de la variété. On nous a parlé, ça on en entend quelquefois parler, mais les gens qui étaient présents nous ont renvoyé à la question de l'imitation de la nature, du biomimétisme. Ce qui était frappant aussi, c'est que finalement, le mur des mots invitait à construire une culture à la fois rationnelle, mais aussi à forte dose esthétique et sensible, et nous renvoyait l'idée que finalement, si les récits du futur ne sont pas désirables, euh, s'ils n'ont pas une certaine dose, enfin, ne dégagent pas une certaine dose d'adrénaline positive, au fond, ils ont peu de chances d'entraîner. Et, le mur des mots nous chuchotait quand même très fortement, alors c'est évoqué dans certains livres, mais que l'humain n'était au fond qu'un vivant parmi les vivants, et c'était dans finalement dans un travail autour de mots qui parlerait à l'ensemble du vivant, qu'il y avait peut-être des futurs souhaitables. Voilà, je voulais faire un tout petit écho à ce qui est ressorti.
Alors merci François, je vois qu'il y a des questions. Donc, quel est le futur pour justement cet événement? Est-ce qu'il faut attendre le prochain en septembre 2021? Et ensuite, je vois quelle suite pour les mots affichés au mur. Qu'est-ce qu'on en a fait? Alors, je me permets de dire que c'est pas François Rousseau qui pose la question, c'est Alexis Gruyé. Je l'ai pas reprécisé à la deuxième fois, effectivement. Et justement, c'était pour aller jusqu'au bout, là, justement, comment cette partie de l'atelier, donc les murs affichés, pourraient être utilisés dans le cas où il y aurait des ateliers d'inspiration, des organisations, justement ce que tu évoquais justement avant, Julien. Eh ben, alors, en effet, là, quand je parle de 2021, donc c'est la deuxième édition d'Utopie.0, qui est un événement grand public. On refera cette expérience et on espère qu'il y aura 3000 personnes en transe à la fin de la journée du marathon lecture. Mais avant ça, le marathon lecture avec sa bibliothèque qu'on va construire fin 2019 à l'automne, à la rentrée, ainsi que les ateliers d'inspiration qui sont les déclinaisons pour les organisations, c'est quelque chose qui vit de manière autonome. Par exemple, là, avec François, on va programmer bientôt dans une session comment dire, numérique voilà, avant l'été. Mais l'idée, c'est de pouvoir en faire autant que possible, déconnecté de cet événement Utopie.0. Donc voilà. C'était quoi la deuxième question? Qu'est-ce qu'on fait des mots? Eh ben, on les met dans une petite boîte. Non. Les mots, en fait, on a plein d'idées. Ce qu'on s'est dit, finalement, ça, c'est juste le point de départ. C'est une fois qu'on a les mots, on fait ça, quelle histoire on écrit? Est-ce que ça s'enchaîne par des ateliers d'écriture? On collecte ces mots au fur et à mesure des ateliers qu'on fait et on les analyse, on voit quelle tendance il se dégage de ces mots-là et on les remet en tant que feuille de route à des personnes qui pourront s'en saisir et les transformer. Mais voilà, pour l'instant, la démarche, elle est expérientielle, elle est apprenante, comme disait François. Et c'est le début, quoi. C'est le début. Donc on est aussi preneur de la suite, quoi. Des idées pour la suite. Après, moi, il me semble que dans les organisations, on peut le réinvestir de différentes manières. Dans les organisations des territoires, ça peut servir dans les territoires de base pour écrire un récit commun. Je pense que ça peut servir de base dans les organisations, les territoires, les associations, les entreprises, pour écrire une forme de charte d'innovation ou de coopération, voire même pour aller jusqu'à travailler sur des axes stratégiques. Hein. C'est-à-dire que ces mots, ils ont bien vocation à cerner, à ouvrir et à cerner le champ du possible. Donc, je crois qu'on peut faire un début de mise en perspective opérationnelle. Après, c'est difficile d'aller plus dans le détail parce que tout dépend des problématiques spécifiques au territoire, à l'organisation. Je dirais même, pardon, mais du coup, c'est vrai que la question, si on la centre sur la question des organisations, il y a deux choses aussi vers lesquelles on peut aller. C'est d'une part aller questionner la mission, la raison d'être même de l'organisation. Et ça peut être l'occasion de réfléchir tous ensemble à finalement quelle est notre vision commune, et comment elle se raccorde à la mission de l'organisation. Et puis après, sans parler forcément de prospective, mais il y a des questions aussi, on peut aller vers des questions d'analyse de tendance aussi. C'est un petit peu la même chose, mais c'est peut-être plus appliqué à un secteur spécifique. Du coup, ça peut être des outils. Alors, on n'est pas forcément expert de tendance, mais en tout cas, comment collectivement on peut faire émerger des choses. Et suivant le secteur d'activité, je pense que ça peut donner des choses très différentes. Tout à fait. Comme quand, par exemple, effectivement, les gens nous disent qu'ils veulent une culture d'harmonie, de beauté, de rencontres poétiques, on peut faire à l'échelle d'un territoire tout un travail autour de la question la place de l'esthétique dans le développement du territoire, de ce que ça a été au cours des dernières années, des initiatives
qui ont contribué à renforcer la qualité esthétique du territoire, inversement, celles qui n'ont pas contribué, et puis à partir de là, définir des initiatives qui pourraient être prises en ce sens. Ce n'est qu'une illustration, hein, mais je pense qu'effectivement, on peut tirer le fil dans une logique prospective. Merci pour cette réponse. Merci. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Je vous propose de voir d'autres méthodes et outils d'animation après les ateliers d'inspiration. François? Oui, moi, je voulais juste partager avec vous deux réflexions. L'une que nous avons au sein du cabinet depuis une dizaine d'années, sur la question de savoir comment on peut mettre un territoire, une organisation dans un parcours de découverte. Et comment, dans ce cadre-là, on peut les amener à concevoir des réponses radicalement nouvelles en réponse aux besoins que ces organisations entendent prendre en compte. Alors, ce sont des méthodes que l'on a testées dans différents champs. On l'a testé avec des associations dites familiales, des UDAF les premières fois, puis on l'a testé avec des collectivités territoriales. L'année dernière, avec Jean-Luc, on l'a testé auprès du Césaire Grand Est, hein, en lien à une saisine du président du conseil régional. Ce sont des techniques que l'on utilise au moment où les constats étant faits, la vision cible, là où on veut aller étant définie, il s'agit d'imaginer, de décrire les actions qui vont nous permettre d'aller vers ce futur souhaitable. Et il est évident que c'est un moment délicat, parce que si au moment où j'ai fait mes constats et que j'ai dit il nous faut aller vers là, voilà quelles sont les priorités stratégiques, je mets en œuvre les actions que j'avais tendance à mettre en œuvre jusqu'à présent, il y a de bonnes chances que je ne progresse nullement vers le futur souhaitable. Donc, on se pose la question depuis des années de savoir comment aider les acteurs à imaginer des actions qui permettent effectivement de changer les trajectoires. Et donc, nous avons mis au point une méthode d'une simplicité d'enfant, ce qui est en général bon signe quand on arrive à quelque chose de très simple. Non, on va rester encore sur la diapo d'avant, si tu veux bien, Stéphanie. Une méthode très simple. La méthode consiste à procéder en 3 temps. J'ai eu l'occasion de l'évoquer très rapidement, donc je fais un peu plus en détail cette fois-ci lors d'une précédente conférence débat. Premier temps, on explicite bien les besoins que l'on entend prendre en compte. Ne soyez pas forcément dans une vision positiviste du besoin. Le besoin peut être, par exemple, de vivre dans un environnement social stimulant. N'ayez pas forcément une notion, une vision du besoin comme quelque chose de négatif. Donc, quels sont les besoins que nous entendons prendre en compte? Et pour aider au processus nécessaire de distanciation et donc à cette logique de découverte, on explicite clairement comment on aurait eu tendance à répondre hier aux besoins en question, puis dans un deuxième temps, à expliciter comment on va répondre demain. On l'a beaucoup pratiqué dans le cadre des actions de projets que l'on accompagnait sur des quartiers en difficulté autour de la lutte contre l'isolement des aînés. Et donc, soit le constat d'aînés qui sont isolés, qu'est-ce que l'on va faire? Alors, on va leur proposer telle action. Alors, on va organiser des activités qui vont pouvoir les distraire. Ça, c'était les réponses hier. Les réponses demain, tiens, on s'aperçoit que dans toutes les réponses d'hier,
les aînés sont considérés comme un public cible et non pas positionnés comme acteurs. Tiens, défaisons-nous de cette approche où l'on va considérer que l'aîné est un public cible et non pas un acteur. Quelles seraient les réponses que l'on mettrait en œuvre pour répondre à ce besoin en partant du principe que le premier acteur de la lutte contre l'isolement, ce ne sont pas les services sociaux, ce ne sont pas les gens qui sont autour des aînés, mais ce sont les aînés eux-mêmes. Et là, en fait, on reconfigure le champ du possible et on ouvre le champ du possible. Donc, autrement dit, on explicite ce que l'on appelle, dans les démarches d'innovation, emprunté, je l'ai dit lors d'une dernière conférence à Thomas Kuhn, ce qu'on appelle un paradigme. C'est-à-dire, on se demande quels sont les modèles qui étaient les nôtres hier et quels vont être les modèles de réponse demain. C'est là qu'on peut passer à la diapositive qui suit. J'ai fait un petit tableau synoptique dans le dernier ouvrage consacré au fait d'intégrer de l'innovation dans sa collectivité sur les changements de modèle et de paradigme qui manifestement étaient en cours. C'est très modeste dans l'ambition, ça s'appuie sur la connaissance que j'ai des innovations en cours dans les territoires, de ce que je peux lire chez les prospectivistes, les anthropologues, les économistes, et donc ça arrange finalement ces changements de modèle autour de 6 entrées, ça pourra être complété. Qu'est-ce que l'on considère comme un facteur stratégique? Dans quelle rationalité on est? Qu'est-ce que l'on va considérer comme central? Qu'en est-il des organisations? Qu'en est-il des approches de l'économie et de la démocratie? Donc, par exemple, aujourd'hui, on a des problématiques d'innovation qui se jouent dans le passage d'une économie marchande, un modèle d'économie marchande, à un modèle non pas d'économie collaborative, ça c'est une transition que l'on connaissait déjà dans les années 2000, mais à un modèle d'économie politique. Andrea, ça vous parlera, puisque en lien au projet de ferme urbaine, on est bien sur un modèle non pas d'économie marchande, mais d'économie territoriale, et de fait, on est sur une approche d'économie politique dans la mise en œuvre du projet de pôle d'agriculture urbaine. On passe d'organisation sectorielle et par filière à des logiques de flux et de circuits courts. Ça vous parlera sans doute en lien aux questions de transition écologique. On passe de rationalité lamarckienne, c'est particulièrement développé par Pascal Pic dans son ouvrage, dans différents ouvrages, et notamment le dernier, Sapiens face à Sapiens, rationalité lamarckienne, donc en gros de type, excusez-moi, les problèmes attendent leur solution, à des logiques darwiniennes, les solutions attendent les problèmes. Dans le premier cas, on est sur une logique, sur une rationalité instrumentale. Dans le deuxième cas, on est sur une rationalité beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus créative, quand on est sur ces logiques darwiniennes. Voilà, on pourra y revenir, mais ça résume un peu ces différentes transitions qui sont en cours. Dans les facteurs stratégiques, je me suis référé notamment aux travaux de Thierry Godin, qui explique qu'on passe du couple matière-énergie, qui a été structurant des sociétés industrielles, à un couple qu'on appellerait plutôt le vivant-temps, qui relèverait qui serait un modèle complètement différent. Ce tableau-là est fait pour être complété. Deuxième éclairage et dernier éclairage, on va passer à la diapo d'après, un questionnement autour du fait de savoir comment peut-on faire en sorte que les démarches d'innovation soient plus apprenantes. Je vous avoue que j'ai mis…
j'ai mis 20 ans de ma vie professionnelle à avoir un début de réponse à cette question-là. Moi, j'ai fait partie de la génération de consultants qui, s'étant lancés 10 ans après les lois de décentralisation, ont expliqué que pour construire un projet, il fallait faire un diagnostic. Et donc, dans un premier temps, on faisait un diagnostic, ensuite on définissait le projet, ensuite on le mettait en œuvre, et puis ensuite on l'évaluait, on le réorientait. Et puis quand même, au bout de 20 ans de vie professionnelle, vous vous dites à un moment, c'est bien beau tout ça, mais moi j'accompagne des territoires depuis des années. Je les accompagne dans la mise en œuvre de politiques éducatives, de politiques de développement social. Allez, en toute honnêteté, je ne suis pas bouleversé par les changements que tout ça a provoqués sur les territoires. Et même, je suis plutôt déçu quant au fait qu'il y a beaucoup de temps passé sur les phases de conception de projets de territoire, que les phases de mise en œuvre sont relativement ténues, et en général, les résultats d'évaluation nous expliquent que si on avait été plus clair au départ sur le projet, sans doute, on aurait beaucoup plus avancé. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que ça ne marchait pas du tout comme ça. J'ai réalisé que ça ne marchait pas du tout comme ça. Je regrette que Claudine Oriot, qui était avec nous les dernières fois, ne soit pas avec nous parce que je dois beaucoup à Claudine Oriot en la matière. Claudine Oriot est responsable d'une association sur le quartier des Couronneries à Poitiers. Et Claudine Oriot est présidente de cette association et est une présidente assez exceptionnelle puisqu'elle s'appuie énormément sur les aptitudes des bénévoles de l'association. Et la première fois que j'en ai pris conscience, un bénévole expliquait au sein du conseil d'administration de l'association qui se consacrait à la lutte contre l'isolement des personnes âgées que lui ne voulait pas aller au domicile des personnes âgées, qu'il ne tenait pas à les accompagner sur des activités. Et là où on aurait pu croire que la présidente allait se fâcher en disant « Non, mais qu'est-ce que tu fais dans l'association si tu ne veux pas t'occuper des personnes âgées ?» a simplement dit « Oui, mais c'est quoi ton truc ?» Et la personne interviewée a répondu « Moi, mon truc, c'est la musique. » Et là, Claudine Oriot lui a dit « Eh bien, je te propose que tu organises la première fête de la musique sur ce quartier et cette fête de la musique s'adressera à l'ensemble des personnes âgées et on va faire un tel tintamarre que les personnes âgées chez elles vont bien entendre qu'on s'occupe d'elles. Et on va bien faire savoir à tout le quartier qu'on s'occupe des personnes isolées. » C'est-à-dire que la dimension de l'envie apparaissait comme un ingrédient fondamental de réussite de ces démarches projets et venait nourrir le projet. Ça m'a fait écho avec un autre témoignage qui était le témoignage du président d'Ardelaine. Ardelaine, c'est une coopérative qui existe en Ardèche, qui est née d'une association dans laquelle il y avait, soyons clairs, 2 déçus de 68 qui s'étaient réfugiés en Ardèche et qui étaient scandalisés que l'usine d'abattage de moutons jette la laine. Et ils étaient allés voir le directeur de l'usine d'abattage en disant « Nous, on vous propose de récupérer la laine ». Et comme ils étaient des 68ards déçus, eh bien, ils avaient fait quelques vestes en laine et avaient commencé à faire un peu d'artisanat. Sauf que le directeur, enfin le responsable de cette association qui s'est créée à l'époque, est depuis devenu le directeur d'une immense coopérative qui est par ailleurs producteur, qui est par ailleurs propriétaire de l'usine malheureusement d'abattage des moutons, mais qui par ailleurs fait vivre une dynamique territoriale colossale autour de l'artisanat, autour de lieux d'animation de la vie locale, de restauration, etc. Et quand il m'a présenté son projet, il m'a dit « mais le projet a toujours été évolutif ». C'est-à-dire que nous n'avons pas adapté les ressources humaines en fonction du projet, mais nous avons adapté le projet en fonction de ce que chacun apportait et des opportunités d'agir qui se présentaient à nous. Et du même coup,
là, je dirais, au travers du croisement de ces deux expériences, j'ai commencé à me dire, en fait, il faut rompre avec une méthodologie linéaire du projet, mais plutôt aller sur une conception, on va dire, plus cybernétique de la démarche projet, où il y a un va-et-vient permanent entre l'action, la réflexion, des opportunités d'agir, l'identification de besoins que l'on n'avait pas identifiés, la mise en place de réponses nouvelles. Eh bien, je me suis aperçu depuis que quand on utilise ce modèle d'analyse, on arrive à beaucoup mieux comprendre ce qui s'est passé sur un territoire donné. Et il semblerait que dans les faits, ça fonctionne un peu plus comme cela. À partir du moment où on cesse d'être M. Jourdain qui faisait, comme vous le savez, de la prose sans le savoir, et qu'on se dit, mais en fait, foncièrement, l'esprit de la démarche projet, quand je dis l'esprit, je dirais l'instinct de la démarche projet, ça consiste précisément à être porteur d'envie, à avoir des opportunités d'agir, à se mobiliser, et chemin faisant, à prendre conscience de ce que l'on est en train de faire, à l'expliciter, à le partager et du même coup se donner les moyens de se perfectionner, et bien dès lors qu'on passe à une démarche explicite, elle est complètement apprenante. Donc on l'a pratiqué notamment en lien aux associations mobilisées sur Mona Lisa, qui était dans ce circuit permanent, et c'était extrêmement impressionnant la vitesse à laquelle les collectifs grandissaient par le fait même qu'ils étaient apprenants. Je ne vois pas de... Je rebondis simplement Julia, on pourrait rapprocher cette démarche du lean management ou d'amélioration continue dans le secteur de l'entreprise. Bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Je rejoins parfaitement cette analyse, en effet, avec l'aspect itératif dans l'amélioration continue, la fameuse route Deming, hein, Plan, Do, Check and Act, justement, qui permet systématiquement d'aller de l'avant. Et c'est ce sur quoi aussi reposent les méthodes de développement agile en informatique depuis peu. Donc c'est vrai que c'est intéressant comme démarche, en effet. Même si l'objectif n'est pas toujours éthiquement le même. Absolument pas, en effet. Voilà, alors ça a des tas d'applications hein, derrière, et notamment dans la manière dont on conçoit les dispositifs de gouvernance d'une innovation, hein, puisque si on pousse ça jusqu'au bout, ça veut dire du même coup, gouverner, c'est à la fois piloter, évaluer et apprendre. Et du coup, l'évaluation, ça devient quoi dans tout ça? L'évaluation, c'est le système de valeurs et d'indicateurs dont le collectif se dote pour dire collectivement s'il s'agit ou non d'une opportunité d'agir, pour identifier ce qu'ils ont appris au travers de telle action. Euh, je dirais c'est la base méthodologique qui permet de capitaliser les enseignements. Ça répond à ta question. Ouais, non, mais du coup, ça veut dire que c'est plus ça veut dire que tout comme enfin, les démarches inhérentes au projet, c'est quelque chose qui est co-construit et enfin, oui, c'est finalement, on définit ensemble nos propres critères d'évaluation. C'est pas le porteur de projet qui, selon ses indicateurs, va estimer si oui ou non l'action a réussi ou pas. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, je crois que dans toutes ces questions-là, d'innovation, d'évaluation, de prospective, il est toujours intéressant de revenir finalement au caractère assez spontané de toutes ces démarches. L'évaluation, c'est une démarche cognitive spontanée. Quand je fais quelque chose, je me demande si je vais dans le bon sens. Quand je constate qu'il y a un écart, ça me pose des questions. Et puis, bien, quand on a participé à un atelier d'inspiration, quand on sort, on dit à son voisin, oui, c'était bien. Donc, on fait de l'évaluation. Hein. Spontanément, on fait de l'évaluation. Alors, pourquoi on fait cela? Pour le coup, pour se distancier et pour apprendre. C'est pour ça, foncièrement, qu'on le fait. Donc, que devient l'évaluation? À mon avis, l'évaluation retrouve sa fonction première. C'est-à-dire que l'évaluation, c'est ce moment de recul critique, hein, qui va me permettre de me reprojeter, de perfectionner mon geste et de l'adapter. Et ce qui existe au plan individuel existe aussi au plan collectif. Et donc, dès lors qu'il y a un collectif assez fort, vraiment tourné vers le faire, eh bien, ce collectif, à mon avis, va partager et va plus ou moins expliciter un référentiel d'évaluation qui va lui servir un peu de ligne de conduite dans l'amélioration continue de ce qu'il fait. Je dis ça parce que j'ai été frappé par le fait que des collectifs qui étaient dans des démarches apprenantes, quand bien même ils n'avaient pas de spécialistes de l'évaluation, quand bien même ces acteurs n'avaient pas eu de formation méthodologique, faisaient spontanément de l'évaluation. Et régulièrement, ils se mettaient autour de la table et ils disaient, alors comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a marché? Bon, bah, la prochaine fois, on fera comme ça. Oui, mais moi, j'aurais voulu faire ça. Ah oui, tiens, c'est une bonne idée. Et hop, on l'intègre dans le schème. Donc c'est à la fois plus diffus et plus présent. On sort de l'évaluation formalisée ex post, bloquée avec ses avantages et ses inconvénients pour avoir quelque chose qui est plus... Ah ouais, c'est ça, à la fois plus diffus mais en même temps plus présent tout au long de la démarche, quoi. C'est continu, qui est une fonction nécessaire pour se projeter. En même temps, c'est peut-être avec l'expérience du passé et le fait d'avoir pendant longtemps insisté sur un formalisme de l'évaluation qu'aujourd'hui ce processus-là a peut-être été intégré et peut être réutilisé de manière plus, si ce n'est intelligente, moins formelle, plus adaptable, plus habile au fur et à mesure des processus de création. Oui, moi je suis, enfin, comment dire, euh, très concrètement, on bute, à mon avis, toujours sur les deux mêmes obstacles. Le premier obstacle sur lequel on bute, c'est qu'il y a dans ce pays une compréhension de l'évaluation comme étant du contrôle. Donc ça vient de loin, hein, et ça vient de à peu près François Ier, hein, avec le début de l'administration centrale et de la traçabilité de la dépense publique. Et c'est régulièrement, ça revient régulièrement au devant de la scène, c'est revenu au devant de la scène avec la loi de finances, et c'est toujours là par les formes de relations existantes entre les institutions et les porteurs de projets, y compris d'ailleurs quand ces porteurs de projets sont des collectivités locales. Hein. C'est-à-dire, on évalue pour rendre compte. Et puis, le deuxième obstacle sur lequel on bute, c'est la compréhension de l'évaluation comme étant quelque chose
qui doit se faire à la fin, après la mise en œuvre du projet, et non pas comme quelque chose qui doit se faire de manière continue et comme une condition nécessaire à la mise en œuvre d'un projet. Andrea voit bien à quoi je peux faire référence. Hein. Quand on parle d'évaluation aux porteurs de projets, ils disent « Ah, mais ça va nous donner du travail en plus ». C'est-à-dire qu'ils sont en train de nous dire « Non, non, mais attendez, il y a la réflexion et puis il y a l'action. Hein, mais quand on est dans l'action, on ne réfléchit pas, nous. » C'est ça que ça veut dire concrètement quand on ne fait pas de l'évaluation continue. Hein. C'est-à-dire qu'on attend que l'action soit terminée pour se demander si on va dans le bon sens. Ce qui est complètement contre-intuitif par ailleurs. Donc ça, c'est lié à cette conception linéaire de la démarche projet. Il y a 1, la phase d'analyse, 2, la phase de conception, 3, la phase de mise en œuvre, 4, la phase d'évaluation. C'est pas comme ça que ça fonctionne, en vrai. Merci. Merci. Je ne vois pas d'autres questions. Peut-être y a-t-il des questions orales à défaut de questions écrites. D'autres questions? Apparemment pas. C'était très clair. Sans aucun doute. Moi, je voudrais poser une question. Oui, avec plaisir. François, comment convaincre les décideurs de sortir de cette approche classique des démarches linéaires quand on doit demander la mise en œuvre, quand on veut entamer un nouveau projet? Eh bien, je n'ai pas la réponse, Andrea. On pourrait faire un atelier heuristique sur la question. J'ai que des petits bouts de réponse. D'abord, moi, je ne crois que ce n'est pas concevable dans le cadre, on va dire, de la procédure dominante de marché public. C'est-à-dire que cela n'est possible que dans le cadre de ce que l'on appelle les partenariats d'innovation. J'en parlais un tout petit peu la dernière fois. Il existe une modalité contractuelle possible en France qui s'appelle le partenariat d'innovation. Elle n'est pratiquement pas utilisée par les collectivités territoriales. Pourquoi elle n'est pas utilisée? D'une part parce qu'elle est mal connue, cette procédure-là, mais aussi parce que dans le partenariat d'innovation, il y a une incertitude. C'est-à-dire qu'à la différence du marché public, on ne dit pas, voilà, on va vous donner cette somme d'argent en échange de tel produit et de tel résultat. On dit plutôt, oui, on va essayer ça avec vous et vous allez nous expliquer ce que vous apprenez chemin faisant. Alors pourquoi je parle de ça qui peut être loin de l'idée de convaincre les décideurs? Parce que pour moi, c'est révélateur du fait que les décideurs n'ont pas compris aujourd'hui que favoriser l'innovation territoriale, promouvoir l'innovation territoriale fait partie de leur job. Et est tout aussi important que de rendre des services à la population. Est tout aussi important que de mettre en place des choses qu'ils maîtrisent. C'est-à-dire que si l'on veut convaincre les décideurs, à mon avis, il faut leur expliquer que décider, ce n'est pas que contrôler. C'est aussi oser. C'est aussi risquer. C'est aussi engager. C'est aussi investir.
Voilà, je pense qu'on touche à la question d'une psychologie du décideur en France, qui s'appuie pour partie fortement sur la manière dont sont formatés ceux-là même qui conseillent ces décideurs dans les collectivités territoriales. On l'évoquait un peu la dernière fois. On forme surtout des gestionnaires, hein, et on forme très peu des innovateurs. Voilà, donc moi je crois qu'il faut qu'on débatte avec les décideurs sur, au fond, de nos jours, faire de la politique, c'est quoi? Et quand je vois le génocide environnemental qui est en cours, par exemple, quand je vois euh, ce que j'ai évoqué au cours d'un webinaire sur je veux dire, l'absence de résilience de nos systèmes sociaux et les catastrophes sociales qui sont en cours et qui sont devant nous, je crois que ça mériterait de fortement développer chez les décideurs cette culture de l'innovation. Et juste pour rebondir sur ce que tu dis, François, c'est que finalement aussi, enfin, tu parlais de contrôle, mais c'est aussi de contraintes finalement dans comment dire les conditions d'attribution de financement, notamment des collectivités sur les porteurs de projets. On parle beaucoup de conditionnalité et notamment, j'ai l'impression que la chose positive qui change, c'est de se dire finalement, on va changer ces conditions et on va inclure des critères plus écologiques dans l'attribution de ces aides. Mais finalement, on ne sort pas de cette logique. Enfin, on reste toujours dans la même, c'est-à-dire que c'est une logique de contrainte. Ce n'est pas une logique qui place le bénéficiaire, entre guillemets, ou en tout cas le citoyen dans une posture responsable. Enfin, je trouve que, enfin, de toute façon, ça va avec l'ensemble de la posture de nos gouvernants, mais c'est finalement, on va pas du tout dans ce sens. Enfin, je sais pas comment dire, mais on a l'impression que de changer, enfin, de mettre des critères de conditionnalité écologique sur les subventions. Je prends cet exemple-là, c'est une avancée formidable, alors que finalement, on est encore bien loin de cette démarche itérative, quoi. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais Si, après, moi, ça me pose, pour le coup, ça pose de vraies questions, je trouve, anthropologiques et politiques. C'est-à-dire que, est-ce que le simple fait d'informer, de développer des nouveaux comportements peut amener les gens à avoir des conduites responsables? Pour le coup, quand j'assiste au déconfinement auquel on assiste, j'ai un certain nombre de doutes, je dirais même des doutes très, très certains. Euh, Est-ce que, enfin, finalement, est-ce que l'homme, sans la contrainte de la loi, est-il capable d'avoir des conduites responsables? Voilà, je pose la question. J'ai pas il la. faudrait que tu abordes ça dans tes sujets sur l'éducation. J'y ai un peu pensé. Je te remercie. Je te remercie. Et puis on pourrait se dire que c'est aussi lié à la façon dont on était habitué à la contrainte, qu'au final les gens pourraient, enfin réagissent aujourd'hui avec le déconfinement de façon peut-être, voilà. Donc c'est tout un processus d'apprentissage, de réapprentissage. L'éducation Une a dimension forcément un rôle. effectivement culturelle. Tout Et à pour le fait. coup, une dimension Ça semble cohérent avec le, franco-française. ça semble cohérent avec le sujet du jour et la dernière conférence débat sur les innovations culturelles. Il n'y a pas d'évolution si le volet culturel ne suit pas. Et puis, je vais encore me trouver sévère vis-à-vis des collectivités territoriales, mais les conditionnalités, Nous d'abord, n'avons jamais pensé, Jean-Luc, que tu Ah. sévère. ça m'arrive. Tout le monde n'est pas forcément très heureux sur les conditionnalités.
Par exemple, la région Normandie refuse dans ses contrats de territoire de mettre des conditionnalités. Ça, c'est une première chose. Et c'était vrai sous l'ancien président également, qui n'était pas tout à fait du même bord politique. Mais quand il y a conditionnalité, on le voit bien sur les questions territoriales. Alors, cette fois-ci, pas de conditionnalité, mais de compensation. On construit une autoroute et il y a l'obligation de compenser, puisqu'on artificialise un territoire, il faut rendre plus naturel un autre. Et très souvent, c'est très détourné, même si tout le monde répond au cahier des charges, mais on va tout simplement rendre naturel un territoire, un terrain, dans les mêmes proportions de superficie, mais qui n'apporte aucun intérêt écologique, qui n'est même pas cultivable, etc. Puisque finalement, on n'a pas affiné la question de la condition. Et c'est vrai pour beaucoup de sujets. Dès lors qu'il y a conditionnalité, il faudrait qu'il y ait une définition, non pas par la loi, parce que ça, aucune loi ne prévoira toutes les situations, mais qu'il y ait un véritable cahier des charges dans les conditionnalités qui soient définies et qui ne soit pas seulement environnemental, mais qui soit aussi social et qui soit aussi économique. C'est-à-dire qui fait système et qui oblige finalement le décideur à non seulement penser le projet, mais à penser aussi les conséquences du projet. Et c'est aussi cela qui est important et qui est rarement abordé par les décideurs publics et qui permettrait ainsi non seulement de voir quels sont les intérêts qui sont toujours affichés du projet, mais aussi quels sont les inconvénients. Et que le public ne regarde pas un projet seulement pour son aspect sympathique, qui sent bon, parce qu'aucun projet enfin, tous les projets ont des conséquences, toujours. Et c'est cela qui importe de travailler. Et là, je pense qu'on a quelques années devant nous avant de persuader les décideurs de cela. Parce que on revient sur un autre débat qu'on avait eu, c'est ne pas confondre information, débat et communication. Ce sont aussi ces éléments-là. Après, il me semble, en écho à ce que vient de dire Jean-Luc, Andrea, qu'on ne peut pas séparer cette question-là de la question des valeurs et de l'évolution de notre système de valeurs. Moi, quand je vois dans Paris quelqu'un qui est dans un 4x4 avec un pare-choc énorme, je dis à mes voisins dans le bus qu'il s'agit d'un être assez archaïque, au fond. Hein. C'est-à-dire, pour moi, ce sont des valeurs du passé, cela, que d'avoir une grosse voiture, hein, d'afficher des signes comme ça de puissance au travers d'un véhicule. Je dis ça parce que il me semble que par rapport à toutes ces questions-là, on ne doit pas perdre de vue que les valeurs, c'est toujours qu'une construction. Et que ce qui a été considéré par les élus comme bien au siècle dernier, au début de ce siècle, peut changer dans les temps qui viennent. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaye de dire. Donc, peut-être que ça mériterait de faire travailler des élus sur précisément qu'est-ce qui vaut dans une décision. Et ça nous renvoie à notre conférence de la dernière fois sur le renforcement de la valeur d'impact d'une innovation. Hein. Peut-être que j'espère que dans quelques mois, quelques années, fera partie des valeurs de toute décision le fait que ce qui est mis en œuvre n'a pas des impacts qu'à court terme, mais aussi des impacts positifs à court, moyen et long terme. Hein, et il faut sans doute là-dessus faire bouger les systèmes de valeurs. Mais donc du même coup qu'on prenne bien conscience que
Les valeurs, c'est un construit. C'est un construit, c'est un héritage, et que nous avons une capacité de créer des mondes. Alors, je ne vois pas d'autres questions. On va passer au programme des prochaines conférences. Ça te convient, François? Alors, déjà, on a décidé de reporter le webinaire qui était prévu jeudi prochain. On a plusieurs motifs. D'abord, on a très peu d'inscrits. On a sans doute l'effet du lundi de Pentecôte qui a joué, 2 journées dans la même semaine. Manifestement, tout ce qui était vague des webinaires commence un peu à se fatiguer en ce moment, les gens se déconfinant tout en gardant toutes les contraintes domestiques qui étaient les leurs dans la phase de confinement. Mais aussi parce qu'il nous semble nécessaire de prendre un peu de recul par rapport à ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que autant nous avons eu des déclarations très audacieuses au moment du confinement sur le monde d'après, autant il nous semble que les premiers signes de déconfinement nous montrent qu'on est reparti très sérieusement vers le monde d'avant, voire peut-être même vers le monde d'avant-avant. Et ça mérite de prendre un peu de recul par rapport à tout cela. Il y a aussi que nous sommes en train de réfléchir en interne du cabinet FR Consultant à quelques propositions un peu structurantes. Donc, nous imaginons de maintenir un webinaire dans la suite du précédent, en plus que les travaux étaient passionnants. Pour ceux qui n'y étaient pas, nous avons interrogé les modèles, les paradigmes. Nous nous sommes questionnés sur l'état d'esprit dans lequel nous devions nous déconfiner. On a parlé d'une autre démocratie, de nouvelles formes de gouvernance. Maintenant, si on prend en compte ce qui est en train de se passer, il nous semble certes qu'il faut travailler à partir de ce qui s'est fait lors du dernier webinaire, mais en même temps un tout petit peu déplacer la problématique, donc aller vers des propositions concrètes, mais finalement se poser la question, est-ce que les futurs probables sont les futurs souhaitables? Ce qui pourrait arriver dans cette phase de déconfinement, est-ce que cela correspond à ce que l'on souhaiterait qu'il arrive? Donc, voilà, on vous propose de reporter ce webinaire, de prendre le temps de le problématiser, de prendre le temps également de vous rendre destinataire de tous les enregistrements, en tout cas que tous ceux qui participeront au webinaire puissent être rendus destinataires de tous les enregistrements des conférences débats et des 2 précédents webinaires. Donc tout ça va être rendu accessible aux gens qui ont participé. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, Alexis, on n'a pas fait le comptage, mais je crois que bon an, mal an, on arrive à 60-70 personnes différentes. Pour les conférences débats? Oui. Je pense même un peu plus. Bon, eh bien, voilà. Deuxièmement, nous lançons à partir de la 3e semaine de juin, juste pour information, un cycle de formation de référents innovation. On n'a pas trouvé mieux, Julia, que ce terme référent innovation, tout en le regrettant un peu. Donc, si tu as des suggestions, elles sont toujours les bienvenues. Voilà, on a mis au point, on finit de mettre au point une offre de formation qui se traduit par le fait que, sous forme d'e-learning, les participants puissent avoir accès à un certain nombre de contenus sur les fondamentaux de l'innovation, sur leur capacité à analyser leur contexte d'innovation, et puis par ailleurs des temps sous forme pour l'instant de webinaires, d'échanges entre les participants autour de quelques problématiques
auxquelles ils sont confrontés. Et puis, juste pour information, on a alors le référent sérendipité, peut-être, pourquoi pas. On a le cycle de conférences débat, on l'a dit la dernière fois, ne se continuera pas au rythme d'une fois par semaine. Néanmoins, il y a des appels du pied de certaines personnes qui ont participé à ces cycles de conférences débat. Nous, on imagine de proposer ça à nos partenaires, à nos amis, à nos clients dans la durée, ces cycles de conférences débat. On a 3 thèmes dans les tuyaux. Là, autour de la question des politiques territoriales de santé, ça mériterait un peu de travailler cette question-là, la période actuelle, autour des questions d'inclusion numérique. Julia, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd que tu as travaillé sur ces questions du numérique. Et puis, autour des nouvelles formes de gouvernance dans les territoires, sachant qu'on est à ce propos en train de proposer, Jean-Luc et moi, quelques territoires qui innovent, des formes de travail avec les instances habitants nouvelles. Alors pour le coup, pas dans une logique qui serait de contraindre, mais au contraire d'informer, de favoriser l'engagement, et de favoriser des formes de gouvernance communes dans la conduite du déconfinement. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés. Non. C'est un beau programme en tout cas. Eh ben, Merci Il à faut tous. néanmoins se quitter. Merci à vous. Bonne fin de journée. merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Je crois qu'on peut arrêter l'enregistrement. Yep, je coupe.